Des tsunamis réduisant à néant les meilleurs systèmes de protection. Presque tout était détruit. Des éruptions volcaniques dont les victimes se comptent en millions. Si on est pris dans une nuée ardente, on est simultanément brûlé, étouffé et frappé par des rochers. Des séismes qui révèlent les secrets de notre planète. Et des épidémies qui mènent l'humanité au bord de l'extinction. Au premier coup d'œil, le docteur a dit « Vous avez la peste bubonique ». Lequel de ces cataclysmes a fait le plus de dégâts? Découvrez avec nous le top 10 des plus grandes catastrophes naturelles dans l'histoire de l'humanité. Les catastrophes naturelles. Quand la furie des éléments affecte directement la population humaine, avec des conséquences dramatiques. Avec l'aide d'experts internationaux, nous avons établi la liste des 10 plus grandes catastrophes naturelles de tous les temps. 2, 1. Plusieurs critères ont été pris en compte. L'ampleur de la catastrophe, son impact à long terme, le nombre de victimes et le coût économique des dégâts. À la 10e place du classement se trouvent les tornades meurtrières de 2011 aux États-Unis. Karen Kosiba, météorologue, connaît bien ces phénomènes extrêmes. C'est le début du printemps dans les Grandes Plaines. Regardez, la tornade approche. Du Texas au sud jusqu'aux prairies canadiennes dans le Grand Nord, c'est la saison des tornades. Ne restez pas là! Partez le plus vite possible! Les tornades sont ici un phénomène courant, mais la saison 2011 n'est pas comme les autres. Oh la vache! On entendait que les murs de la maison étaient en train d'être arrachés. Ma femme a dû s'agripper à des tuyaux parce qu'elle était aspirée vers la cage d'escalier. Non, regarde! Ça détruit tout! J'étudie les tornades depuis plus de 7 ans. Et la saison 2011 a été hors du commun. Les spécialistes des sciences atmosphériques commencent à peine à comprendre le processus de formation des tornades. Il y a 3 ingrédients nécessaires à l'apparition des systèmes orageux qui créent les tornades. D'abord, il faut une masse d'air très instable. Ensuite, il faut du cisaillement de vent, des vents soufflant dans différentes directions à haute altitude. Et troisièmement, il faut un déclencheur, une force d'impulsion. En 2011, ces 3 facteurs sont réunis pour créer des tornades en série. Au début avril, une énorme perturbation se forme dans le sud-est des États-Unis, donnant naissance à de nombreux tourbillons. Seul un petit pourcentage était violent, mais il y en avait beaucoup. Malheureusement, en 2011, les tornades violentes ont frappé des grandes villes. Et c'est là qu'il y a eu des problèmes. Beaucoup de personnes blessées ou tuées. Le 25 avril débute une série d'orages qui vont créer 343 tornades en moins d'une semaine. Avec un bilan de 321 victimes, c'est l'une des séries de tornades les plus meurtrières dans l'histoire du pays. C'était une des pires éruptions de tornades jamais observées. Le 27 avril, une violente tornade s'abat sur la ville de Tuscaloosa en Alabama.
Nous apprenons qu'une tornade approche du centre-ville. Mettez-vous tout de suite à l'abri. La vitesse du vent atteint presque 300 km/h et on compte 65 victimes. À certains endroits, tout était détruit. Après les drames du mois d'avril, un calme inquiétant s'installe en mai. Jusqu'au 22. Ce jour-là, une énorme tornade se forme. Et la ville de Joplin, dans le Missouri, se trouve directement sur sa trajectoire. Ma fille est arrivée en courant, en disant qu'une tornade approchait et qu'il fallait raccompagner sa copine. Ayant grandi dans la région, Tim Bartow a l'habitude des tornades. Pourtant, même lui est pris de court devant la violence du phénomène. Au bout de quelques minutes, on a entendu les sirènes. Ça approche. Allume la sirène, allume la sirène. La tornade dévaste la périphérie sud-ouest de la ville. Il faut partir tout de suite. Tim Bartow et sa famille se réfugient dans la cave juste à temps. Au moment où j'arrivais aux escaliers, le coin de la cuisine était arraché. On dit souvent que les tornades font un bruit de locomotive, mais c'était une dizaine de locomotives. Il y avait des débris, de la terre, de la boue, de la pluie, du verre, des cailloux, des briques qui rentraient par la porte et qui volaient autour de nous. C'est là que j'ai réalisé que la tornade était juste au-dessus. On entendait que les murs de la maison étaient en train d'être arrachés. Et je me suis dit, la seule chose qui nous sépare du vortex, c'est un plancher en bois de 2,5 cm d'épaisseur. Bien sûr, toute la famille pleurait. Tout le monde était hystérique. Je vous aime tous très fort. Nous aussi. Des courants ascendants soulèvent toutes sortes de débris, et même des maisons ou des voitures. C'est un environnement instable, sombre et très dangereux. Les tornades sont une des forces naturelles les plus dévastatrices. Joplin a été directement frappé par une tornade de catégorie 5, les tourbillons les plus destructeurs. Tout le sud de la ville a été rasé. Les maisons ont disparu. Il y aura forcément des victimes. Il n'y a plus rien. Plus rien. À ce moment-là, je ne savais pas encore à quel point c'était grave. Regarde les maisons. C'est quand on est sorti de la cave que j'ai pu voir ce qui s'était passé. Dans une tornade de catégorie 5, le vent dépasse les 320 km/h et l'énergie dégagée équivaut à l'explosion de 10 tonnes de TNT. Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Viens là, ma jolie. La maison avait disparu et il y avait des débris d'autres maisons dans notre cuisine. Et puis, on voyait des piles de débris avec un bras ou une jambe qui dépassait. Presque toute la famille a fondu en larmes. La tornade de Joplin a fait 158 victimes. C'est la plus meurtrière dans l'histoire moderne. C'est aussi la plus dévastatrice sur le plan matériel. Les dégâts dépassent 2,8 milliards de dollars. 758 tornades sont recensées en avril 2011, un record. Selon Karen Kosiba, il ne fait donc aucun doute que les tornades de 2011 comptent parmi les 10 plus grandes catastrophes naturelles. Non seulement il y a eu beaucoup de tornades, surtout en avril et mai, mais en plus elles ont frappé des zones très peuplées. Et c'était des tornades du type le plus violent. Donc c'est la combinaison de ces facteurs qui a rendu la saison 2011 si destructrice.
Nous sommes en mars 2011. Un puissant séisme secoue l'archipel japonais. L'épicentre se trouve à 65 km des côtes. Au Japon, il y a beaucoup de séismes et les protections sont très sophistiquées. Quelques minutes après la secousse, un énorme tsunami est signalé, approchant la côte nord du Japon. Les scènes de destruction qui s'ensuivent vont choquer le monde entier. Pas un seul bâtiment n'a résisté. En termes d'impact économique, ce séisme, suivi d'un tsunami, est la plus grande catastrophe de tous les temps, ainsi que nous l'explique Alison Raby, spécialiste du génie côtier. Le Japon a subi de nombreux tsunamis dans son histoire. D'ailleurs, le mot tsunami signifie vague portuaire en japonais. En conséquence, le Japon a mis en place les systèmes de protection les plus sophistiqués au monde. Le Japon se trouve à la jonction de 4 plaques tectoniques. Sur le plan géologique, la région est très instable. Les infrastructures sont donc construites en conséquence. Alors comment expliquer l'ampleur des dégâts en 2011? Tout commence le 11 mars. Les systèmes de détection sismique prévoient une forte secousse, d'une magnitude de 7,2 sur l'échelle de Richter. L'alerte est lancée à travers l'archipel. Chris Alderson vit au Japon depuis 13 ans et pour lui, les séismes font désormais partie du quotidien. Les tremblements de terre sont tellement courants que les gens n'y font pas vraiment attention. Les petits sont à peine mentionnés. Et quand la secousse est plus forte, on s'arrête quelques instants et puis on reprend le travail. Le séisme se produit à 14h46 heure locale. Avec une magnitude de 9, il est 100 fois plus puissant que prévu. On s'attendait à ce que les secousses diminuent comme d'habitude, mais elles devenaient de plus en plus fortes. C'était du jamais vu. C'est le plus grand séisme dans l'histoire du Japon, le 5e plus puissant jamais enregistré. L'épicentre se trouve à 65 km de la côte est du Japon, où une plaque de 300 km de la croûte terrestre s'est soulevée de 5 mètres environ. Les sismologues nomment ce type d'événement un mégaséisme de subduction. L'onde de choc est si puissante que le Japon se déplace de 2,50 m, tandis que l'axe de rotation de la Terre se décale de 18 cm environ. Malgré la puissance du séisme, les infrastructures antisismiques limitent les dégâts. La population japonaise sait quoi faire en cas de catastrophe. Donc les gens étaient inquiets, mais il n'y avait pas de scène de panique, comme on aurait pu s'y attendre. La technologie semble avoir joué son rôle. Cependant, le séisme n'est qu'un début, et la véritable catastrophe est encore à venir. Le tremblement de terre a en effet créé un tsunami qui approche la côte nord du Japon. Spécialiste du génie côtier, Alison Raby a étudié le séisme de 2011 pour tenter d'expliquer l'étendue des dégâts. Nous allons simuler un méga séisme à l'aide de cette planche montée sur des charnières. Elle représente la plaque de croûte terrestre qui se soulève à l'occasion d'une rupture sismique de ce type. Donc, cette plaque va se lever brusquement en déplaçant une énorme quantité d'eau. 3, 2, 1. En haute mer, la vague initiale est relativement petite, 1 mètre de haut seulement. À l'approche de la côte, cependant, la profondeur diminue et la vague commence à ralentir et à grandir.
Les Japonais ne connaissent que trop bien le danger des tsunamis et ils disposent d'un système d'alerte sophistiqué. Des messages sont diffusés automatiquement dans les téléphones portables et à la télé. Donc les gens ont tout de suite su qu'il allait se passer quelque chose. Sur la côte nord-est du Japon, la population commence à évacuer ou à se réfugier dans des abris spécialement prévus. Le Japon avait un des meilleurs systèmes de protection côtière au monde. Et ces maquettes représentent certaines zones du littoral. Alison Reby et son équipe ont reconstitué certaines villes et leur protection pour comprendre ce qui s'est passé. On commence ici avec la ville de Kamaishi. Kamaishi était un port en eau profonde, avec la digue la plus profonde du monde. Cet ouvrage devait protéger la grande usine sidérurgique et une nombreuse population. Plus au sud, on trouve une petite ville, Minami Sanriku. Nous avons reconstitué ici une des structures d'évacuation verticale. Celle-ci était clairement signalée pour permettre aux gens se trouvant sur les basses terres d'échapper à la vague. Enfin, il y a les plaines côtières. Cette zone était protégée par des murs en béton. Et derrière, il y avait une forêt de pins. Tout cela devait protéger les habitations. Les Japonais ont pris un risque calculé. Ces systèmes de protection sont conçus pour résister à des vagues de 12 mètres au maximum. Or, le tsunami qui approche est un monstre. Près de 40 mètres de haut. À Tokyo, Chris Alderson reste stupéfait devant ces images. Quand on a vu à la télé les centaines de milliers de gens qui avaient perdu leur maison et qui étaient frappés par la tragédie au milieu de leur vie quotidienne, on n'arrivait pas à réaliser au début. Alison Reby a recréé le tsunami en miniature. En comparant les images de la catastrophe avec cette simulation, elle a pu mieux comprendre pourquoi les meilleurs systèmes de protection au monde ont failli si gravement à remplir leur mission. Non seulement les arbres ont à peine ralenti la vague, mais en plus, les troncs arrachés l'ont rendue plus destructrice encore. Si le refuge de Minami Sanriku a bien résisté, beaucoup d'autres structures similaires étaient construites trop près de la côte et plus d'une centaine ont été submergées. Quant à la digue de Kamaishi, pourtant à la pointe du progrès, le tsunami l'a réduite en pièces. Chris Alderson décide de participer aux opérations de secours. On a quitté notre vie de tous les jours en ville pour se retrouver tout à coup au milieu d'un décor de désolation, comme une apocalypse de science-fiction. Quand on a vu tous ces gens sans abri et l'ampleur des dégâts, c'était surréaliste. Il y avait un bateau au milieu d'un village, un gros semi-remorque coincé sur le toit d'une usine. C'était très difficile d'accepter que tout ce qu'on voyait était bien réel. La catastrophe s'aggrave encore lorsqu'à la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi, un réacteur inondé entre en fusion. Au départ, les informations n'étaient pas très fiables. On ne savait pas jusqu'où les radiations s'étaient répandues, ni si la situation allait être maîtrisée. Grâce au courage des employés de la centrale, le pire a pu être évité. Le tsunami a causé plus de 200 milliards de dollars de dégâts. C'est la catastrophe naturelle la plus coûteuse de l'histoire. Tout était détruit.
On ne voyait pas de survivants dans les ruines. Il n'y avait que des soldats plantant des drapeaux pour signaler les corps. Ils vérifiaient aussi l'intérieur des voitures et ensuite ils les marquaient d'un X. Il y avait une odeur très forte, des choses en décomposition que l'océan avait apportées, des restes humains, des poissons. Je crois que rien ne peut préparer à une telle expérience. Selon Alison Raby, la leçon à retenir de cette catastrophe, c'est que les meilleurs systèmes de protection se sont révélés largement impuissants. En théorie, le Japon était le pays le mieux préparé au monde pour résister à un méga tsunami. Pourtant, même les Japonais avaient sous-estimé la puissance de la vague. Et c'est pour cette raison que, selon moi, c'est l'une des plus grandes catastrophes naturelles de l'histoire. En 1918, une maladie virale se répand à travers le monde, semant la mort sur les 5 continents. C'est la grippe espagnole. On estime le nombre de victimes à 30 millions environ, en moins de 6 mois. Près d'un siècle plus tard, les descendants du virus représentent toujours l'une des principales menaces pesant sur l'humanité. Un vaccin est en cours de développement. Nous surveillons les cas de grippe porcine apparus aux États-Unis. Selon le docteur Mike Lee, c'est la vitesse avec laquelle la grippe espagnole a fait des millions de victimes qui en fait l'une des 10 plus grandes catastrophes naturelles. En 1918, la Première Guerre mondiale touche à sa fin. Pendant 4 ans, le conflit a fait rage sur les champs de bataille européens et quelques 9 millions d'hommes ont trouvé la mort. Pourtant, sur le front, les soldats vont se trouver confrontés à un ennemi bien plus redoutable que n'importe quel adversaire humain. Au printemps 1918, une épidémie de grippe fait quelques victimes, mais au milieu du carnage des tranchées, l'événement passe largement inaperçu. Personne ne le sait encore, mais une mutation va bientôt donner naissance à un nouveau virus bien plus meurtrier. Durant l'hiver de la même année, il y a une nouvelle épidémie, mais les autorités n'y prêtent pas tellement attention. Or, cette fois, c'est différent. La progression de la maladie est fulgurante, ce qui est très inquiétant. Certaines victimes meurent en 24 heures. Même des médecins endurcis par les horreurs de la guerre sont alarmés. De nombreuses victimes ont les poumons tellement remplis de liquide que certains pathologistes les comparent à des noyés. C'est le début d'une pandémie qui va toucher presque tous les pays du monde et faire des dizaines de millions de morts. Dans les pays en guerre, la presse passe l'épidémie sous silence. En Espagne, en revanche, territoire neutre, les informations circulent librement. Et c'est ainsi que la maladie est surnommée grippe espagnole. Selon Mike Lee, les conditions de vie dans les tranchées pourraient expliquer l'épidémie. L'apparition d'une nouvelle maladie virale est souvent provoquée par la promiscuité entre une importante population et des animaux, comme des cochons par exemple. Lorsque des humains sont infectés par une grippe animale, une nouvelle souche de grippe peut apparaître. C'est pourquoi on parle de grippe porcine ou de grippe aviaire. Il est donc tout à fait possible que l'apparition d'un nouveau virus ait été favorisée par une grande concentration de soldats stationnés juste à côté d'animaux, souvent en présence de gaz qui étaient peut-être mutagènes. Sur le front, les soldats vivent entassés et la contagion est fulgurante. Dans l'armée américaine, près d'1 million d'hommes seraient contaminés. Cependant, l'épidémie dans les tranchées n'est qu'un début. Le 11 novembre 1918, la paix est déclarée. Les soldats démobilisés transmettent la maladie à leur insu, et l'épidémie devient une pandémie. Les grands rassemblements célébrant l'armistice accélèrent la transmission.
jusqu'à ce que la moitié de la population mondiale soit contaminée. 1 milliard de personnes à l'époque. L'un des aspects les plus effrayants de l'épidémie de 1918, c'est que les gens mouraient dans la force de l'âge. La mortalité chez les sujets de 15 à 34 ans était 20 fois plus élevée que pour les autres grippes. Alors pourquoi la grippe espagnole était-elle si meurtrière pour ceux qui auraient dû être les plus résistants? Des progrès importants dans la compréhension du virus ont permis de fournir la réponse. L'important dans le cas de la grippe espagnole et d'autres pandémies, c'est que le système immunitaire attaque la paroi interne des poumons. En conséquence, du liquide commence à s'infiltrer et les gens se noient dans leur propre fluide corporel. C'était certainement horrible à vivre et à voir également. Il y a de nombreuses descriptions dans la littérature médicale de l'époque de patients qui devenaient bleus progressivement. Et là, les médecins et les infirmières savaient que c'était la fin. Et cela ne concernait pas uniquement les individus faibles ou âgés, bien au contraire. Tout à fait. D'ailleurs, les personnes jeunes et en bonne santé étaient probablement plus exposées, puisque c'est le système immunitaire qui attaquait les poumons. C'est ce qu'on appelle un choc cytokinique. Ensuite, du liquide s'infiltrait dans les poumons endommagés et les gens se noyaient. Les descendants du virus continuent de sévir au XXIe siècle. En 2009, les 500 000 victimes de la grippe porcine H1N1 ont poussé l'Organisation mondiale de la santé à lancer une alerte à la pandémie de niveau maximum. De plus, le virus de 1918 a eu de nombreux autres descendants, en dehors de la grippe porcine. D'autres maladies ont fait plus de victimes, mais jamais aussi rapidement. En un an, la grippe espagnole a tué entre 20 et 100 millions de personnes. C'est potentiellement 10 fois plus que le nombre de soldats tués au combat pendant la Première Guerre mondiale. Aux États-Unis, l'épidémie a diminué la durée de vie moyenne de 10 ans. Des chiffres terribles qui font de la grippe espagnole une des 10 plus grandes catastrophes naturelles de tous les temps. Durant l'été 1883 en Indonésie, l'activité du volcan Krakatoa se fait inquiétante. L'épouvantable cataclysme qui va s'ensuivre marquera durablement les mémoires. Si l'explosion du Krakatoa mérite sa place dans le top 10 selon le professeur Nick Petford, c'est parce qu'elle a été la première catastrophe médiatisée à travers le monde et qu'elle a contribué à la naissance de la volcanologie. Le vulcanologue traverse le détroit où se situait autrefois le légendaire volcan. Apparu 44 ans après le cataclysme, le Anak Krakatoa, ou enfant du Krakatoa, est l'un des volcans les plus actifs au monde. Ici, le glissement d'une plaque tectonique sous une autre provoque l'éruption de lave en fusion à la surface. Depuis les années 50, le volcan grandit en moyenne de 4 mètres par an. Le Anak Krakatoa est un volcan en forme de cône classique, avec un seul sommet. En 1883, le Krakatoa était constitué de 3 sommets, et les gens pensaient qu'il y avait 3 petits volcans. Mais c'était une grosse erreur, parce qu'en dessous, il y avait une seule chambre magmatique. Et quand celle-ci a explosé, la quantité d'énergie libérée était telle que toute l'île a été détruite. Plusieurs centaines de colons européens vivent alors dans la région pour faire le commerce des épices, qui prospèrent sur le riche sol volcanique. Il y avait un colon hollandais en particulier, Roger Verbeek, qui était géologue. Et il a passé l'été précédant l'éruption à étudier les îles. Les écrits de Roger Verbeek ont joué un rôle crucial dans notre compréhension de l'éruption.
Nous sommes le dimanche 26 août 1883. Des explosions de plus en plus violentes se succèdent. Les bombes volcaniques que l'on trouve un peu partout sur les versants du Anak Krakatoa permettent de mieux comprendre la violence du phénomène. Celle-ci est grosse, à peu près de la taille d'une voiture. Et autour de moi, il y en a 2 ou 3 autres d'un diamètre similaire. Mais en 1883, pendant l'éruption, le ciel devait être rempli de centaines de bombes volcaniques, projetées pas seulement à des centaines de mètres, mais à des dizaines de kilomètres. C'était littéralement une pluie de feu. À 14 h, le volcan crache un nuage noir 3 fois plus haut que l'Everest. Selon des témoignages directs, le ciel s'est obscurci tout de suite après l'éruption. Le jour est devenu la nuit. C'était dû à la quantité phénoménale de cendres et de poussière projetées dans l'atmosphère. Et les effets ont été ressentis très loin de l'Indonésie. À Paris, à Londres, à New York, on observait d'étranges couleurs dans les couchers de soleil. Tous ces phénomènes étaient dus à l'éruption volcanique de 1883. Le 27 août, à 5 h du matin, 4 énormes éruptions volatilisent le volcan. La force de l'explosion équivaut à 13 000 fois la bombe d'Hiroshima. Le bruit de l'explosion aurait été le phénomène sonore le plus puissant de l'histoire humaine. L'éruption projette des milliards de tonnes de roches pulvérisées, de gaz et de cendres brûlantes sous la forme d'un nuage mortel se propageant à grande vitesse autour du volcan. Des scientifiques ont calculé que ces nuées ardentes auraient atteint 800 mètres de hauteur, soit le double de l'Empire State Building de New York. On pourrait s'attendre à ce qu'une nuée ardente s'arrête quand elle arrive à la mer à cause de l'eau. Mais ce n'est pas toujours le cas. Si elle est assez chaude et assez puissante, elle peut continuer à avancer sur l'eau. De la vapeur se forme à l'avant du nuage, ce qui le protège de l'eau. Et nous savons que c'est ce qui s'est passé en 1883, parce que ce matin-là, les habitants d'une petite ville appelée Ketimbang se sont réunis pour regarder le spectacle. En quelques minutes, le nuage de débris brûlants parcourt le bras de mer de 40 km qui sépare la ville du volcan. Ce nuage avançant au-dessus de l'eau, c'est probablement la dernière chose qu'ils ont vue. Car quand on est pris dans une nuée ardente, on est simultanément brûlé, étouffé et frappé par des rochers. Environ 1000 habitants de Ketimbang trouvent la mort instantanément. Mais la catastrophe ne fait que commencer. Dans les derniers moments de son agonie, le volcan s'effondre dans l'océan. L'affaissement provoque un énorme tsunami, déferlant à 320 km/h. Le petit village d'Anyer, sur l'île de Java, est directement sur sa trajectoire. Sur la côte ouest, les colons néerlandais ont construit un phare, très similaire à celui que l'on peut voir aujourd'hui. L'ouvrage est conçu pour résister aux plus fortes tempêtes, et malgré le raz-de-marée qui approche, le gardien et sa famille décident de rester pour assurer le fonctionnement du phare. Dans un bâtiment comme celui-ci, en acier renforcé, ils se croyaient certainement à l'abri. Or, la vague charrie d'énormes rochers, arrachés au fond marin. Lorsque la vague a frappé le phare, elle faisait 40 mètres. C'est presque aussi haut que l'endroit où je me trouve. La vague avait arraché de gros morceaux de corail qu'elle a projetés contre le phare. Et malgré les poutres en acier qui le renforçaient, le phare s'est effondré. De l'ancien phare, il ne reste que les fondations en briques. Par miracle, le gardien a survécu. Mais sa femme et son fils ont péri dans les flots, comme des dizaines de milliers d'autres.
C'est le tsunami provoqué par une éruption le plus destructeur de tous les temps. Au coucher du soleil, le 27 août 1883, le Krakatoa a disparu. Le volcan a été volatilisé dans l'explosion. L'éruption du Krakatoa a été très spectaculaire, mais elle est aussi importante pour d'autres raisons. Des câbles de télégraphe sous-marins avaient été posés entre Jakarta et le reste du monde juste auparavant. Donc les gens ont pu suivre l'éruption en temps réel, comme aujourd'hui avec Internet. Et le Krakatoa a été la première catastrophe à retentissement mondial. Roger Verbeek, le géologue hollandais, a lui aussi grandement contribué à la légende du Krakatoa. Son rapport sur l'éruption était tellement brillant qu'il a jeté les bases d'une nouvelle science, la vulcanologie. C'est donc pour toutes ces raisons que l'éruption du Krakatoa est l'une des 10 plus grandes catastrophes naturelles de l'histoire. Le 24 août 2005. Une tempête tropicale se forme dans les Bahamas. 5 jours plus tard, la Nouvelle-Orléans est en ruine. Tout a été détruit en un instant. Suite à un enchaînement d'événements naturels et d'erreurs humaines, l'ouragan Katrina entre dans l'histoire comme le plus destructeur de tous les temps. Tout a été emporté. Pour Tim Marshall, météorologue, il ne fait aucun doute que Katrina a été l'une des 10 plus grandes catastrophes de l'histoire. La Nouvelle-Orléans est entourée par l'eau. Il y a 300 ans, ça n'était qu'une petite ville sur les berges du fleuve Mississippi, nettement au-dessus du niveau de la mer. Mais au fil du temps, la Nouvelle-Orléans s'est étendue dans les marais, et aujourd'hui, une grande partie de la population vit en dessous du niveau de la mer. Cette situation particulière rend la ville très vulnérable aux ouragans. De fait, ce ne sont pas seulement les vents violents qui sont dangereux dans un ouragan, mais aussi la montée du niveau de la mer. C'est ce que l'on appelle une onde de tempête. Une grande partie des victimes d'ouragans meurent ainsi noyées. Le 24 août 2005, le National Hurricane Center, service météorologique spécialisé, suit l'évolution d'une tempête tropicale ordinaire. Au départ, Katrina était une dépression tropicale comme les autres. La tempête se transforme rapidement en ouragan de catégorie 1. À partir de ce moment, nous l'avons traité comme un ouragan normal. C'était la routine. Un ouragan se forme lorsque de l'air chaud s'élève au-dessus de la mer, créant des vents violents ainsi que des nuages épais et humides. Alimentée par des eaux anormalement chaudes dans le golfe du Mexique, Katrina grandit et s'intensifie rapidement. Les météorologues suivent la situation de près. Les images satellites montraient un œil énorme et nous avons compris qu'il s'agissait désormais d'un ouragan de catégorie 5. Selon les prévisions, l'ouragan va frapper la Nouvelle-Orléans dans moins de 24 heures. Nous avons fait un communiqué et nous avons lancé l'alerte. Tous les habitants doivent immédiatement évacuer la ville. Ceux qui le peuvent s'enfuient. Environ 1 million de personnes quittent la ville. Mais certains n'en ont tout simplement pas les moyens. Stanley et Betty Stewart vivent dans le quartier du Lower Ninth Ward. On n'avait pas les moyens financiers de partir. Donc on a décidé de rester et de prier pour que tout se passe bien. Finalement, on s'est retrouvés à 13, barricadés dans 2 pièces. Près de 100 000 personnes sont ainsi abandonnées à leur sort face à la furie des éléments.
On a empilé des serviettes devant la porte pour empêcher l'eau d'entrer. La ville ayant subi de nombreux ouragans, quelques 560 km de digues ont été construits pour la protéger. Les digues sont un mélange d'argile et de sable. Le gros problème, c'est que certaines étaient plus basses que d'autres. Elles s'étaient affaissées. Pire encore, les digues n'étaient pas conçues pour résister à un ouragan d'une telle force. Le 29 août, à 6h10 du matin, Katrina frappe la côte. La vitesse du vent atteint 210 km/h. Des vagues de 8 mètres déferlent sur la côte du Golfe. C'est la plus forte onde de tempête dans l'histoire des États-Unis. La Nouvelle-Orléans est submergée. On entendait les vagues passer au-dessus du toit. Dans les refuges, la confusion règne. Ne paniquez pas et gardez vos enfants près de vous. Mon frère m'a regardé et je lui ai dit qu'il fallait prier. Parce que je croyais vraiment que notre dernier jour était arrivé. À 14h, dans le Lower Ninth Ward, la situation est dramatique. Toute la zone est inondée. Il y a beaucoup de problèmes. À ce moment-là, il y avait 7 mètres d'eau par endroit. Des amis qui étaient réfugiés dans leur maison ont trouvé la mort. Le 30 août, l'ouragan s'est dissipé, mais les infrastructures de la ville sont détruites. On se demandait si on était les seuls survivants. Est-ce qu'on était tout seuls? L'eau a envahi la majeure partie de la ville et les services d'urgence sont dépassés. J'ai entendu quelqu'un dire à la radio que la digue de la 17e rue s'était rompue et que l'eau arrivait au toit des maisons. À ce moment-là, ma vie a changé. Nous avons tous réalisé que c'était une situation nouvelle. La ville était sous l'eau. Chris Michael et ses collègues sont confrontés à une catastrophe sans précédent. Partout, il y avait des corps qui flottaient dans l'eau. On manquait de personnel pour collecter les cadavres. Les rescapés sont évacués au Superdome, un grand stade couvert. Les conditions étaient insupportables au Superdome. Les gens croyaient arriver dans un refuge avec de la nourriture, des vêtements, de l'eau, mais il n'y avait rien. Les gens étaient littéralement abandonnés, en pleine rue. Plus de 46 000 réfugiés sont ainsi livrés à eux-mêmes. Il y a eu des morts à cause du manque de ressources. On se demandait si c'était la fin du monde, si notre vie allait finir là. L'incapacité des autorités à secourir la population aggrave la situation. Ce qui nous a vraiment pris au dépourvu, c'est la montée des eaux. Personne ne s'attendait à ce que la ville soit submergée à 80%. Presque 10 ans plus tard, 20% des habitants ne sont toujours pas revenus. Et de nombreux quartiers restent en ruine. Nous sommes dans le Lower Ninth Ward, une des zones les plus durement touchées. La plupart des maisons sont abandonnées. Les gens ne sont pas revenus. Elles tombent en ruine. Et c'est triste, parce que le quartier est mort. Il faudra une génération ou plus pour reconstruire.
2 semaines après le passage de l'ouragan, le président George Bush présente ses excuses pour l'incapacité du gouvernement à faire face. Katrina a relevé des failles dans nos capacités de réaction à tous les niveaux. Et dans la mesure où le gouvernement fédéral n'a pas entièrement rempli sa mission, j'en accepte la responsabilité. Selon Tim Marshall, c'est l'impact des erreurs humaines qui vaut à cette catastrophe de figurer dans le top 10. Il ne fait aucun doute que Katrina était une catastrophe naturelle, mais le bilan a été alourdi par les actions de l'homme. Katrina a servi de leçon. Aujourd'hui, les digues sont un peu plus hautes et un peu plus solides. Néanmoins, il est possible que la catastrophe se reproduise. C'est même une certitude. À la fin du dernier âge glaciaire, la Terre était très différente. Dans un hémisphère nord recouvert de glace, l'Europe offrait un aspect méconnaissable. Un cataclysme aurait alors bouleversé la géographie du continent. Une gigantesque inondation peut être à l'origine du mythe du déluge. L'océanologue Simon Boxall est fasciné par cette théorie. Et selon lui, il s'agirait bien là d'une des 10 plus grandes catastrophes de l'histoire. Tout commence il y a 10 000 ans environ, à la fin du dernier âge glaciaire. L'énorme glacier qui recouvre le Canada actuel est en train de reculer. La fonte de la glace crée un énorme lac d'eau douce, plus grand que la France. Pendant un temps, l'eau est retenue par un mur de glace. Mais lorsque la barrière cède, il y a 8500 ans environ, une énorme quantité d'eau se déverse dans les mers du globe. L'impact a été très fort sur le niveau de la mer qui était déjà en train de s'élever. Les eaux sont montées de 1 ou 2 mètres supplémentaires en très peu de temps. Si le même phénomène se reproduisait aujourd'hui à la même vitesse, Londres et New York seraient complètement dévastés. En fait, tous les pays côtiers seraient affectés. À l'époque préhistorique, l'élévation rapide du niveau de la mer aurait provoqué un véritable cataclysme. Selon certaines études, la région actuellement recouverte par la mer Noire était alors occupée par l'une des principales concentrations de population. Il y a 9000 ans, il y avait ici une énorme vallée avec au fond un grand lac d'eau douce. Il y avait des villages, des terres cultivées et une population de plus de 100 000 personnes. Mais tout a changé lorsque l'inondation a commencé. En raison de la montée du niveau de la mer, l'eau de la Méditerranée commence à se déverser dans la vallée, transformant les terres fertiles en une mer d'eau salée. En 2011, Konstantin Tcherev fait une découverte étonnante lors d'une étude géologique de la mer Noire. En scannant le fond de la mer, nous avons repéré une formation assez inhabituelle, une sorte de colline ronde. Ce n'est pas très commun dans la mer Noire, et nous avons décidé de faire un carottage. En inspectant l'échantillon de sédiments, les scientifiques font une découverte inattendue. De minuscules bouts de bois. La datation au carbone nous a permis d'établir que ces bouts de bois avaient 9000 ans, ce qui est sensationnel. D'où venait-il? La théorie la plus excitante, c'est que cette colline sous-marine était un village à l'époque préhistorique. Parce que sa hauteur et sa forme correspondent exactement au village que l'on trouve partout en Europe de l'Est. Selon Konstantin Tcherev, cette zone noyée sous 90 mètres d'eau était autrefois à l'air libre. J'en suis absolument certain.
Pour en savoir plus sur les populations qui auraient fui la montée des eaux, Simon Boxall a pu consulter une incroyable collection archéologique. En Bulgarie, au bord de la mer Noire, plus de 200 squelettes et des milliers d'objets en or ont été mis à jour dans une nécropole vieille de plus de 6000 ans. L'expert bulgare Christos Molenov pense que ces bijoux magnifiquement travaillés prouvent l'existence d'une civilisation très avancée. Par exemple, on a ici deux objets en or distincts, très différents, et pourtant ils s'emboîtent parfaitement. C'est très étonnant pour une civilisation vieille de 7000 ans. C'est une super civilisation. C'est stupéfiant de précision pour une civilisation aussi ancienne. Selon Christos Molenov, la grande inondation aurait submergé la région habitée par cette population. L'exode qui a suivi aurait alors joué un rôle crucial dans le développement de la civilisation occidentale. La migration de cette super civilisation, à la suite de cette catastrophe, a également permis la diffusion des connaissances. Si Smolenov a raison, la dispersion de cette population est peut-être à l'origine de l'épanouissement des civilisations égyptiennes et grecques quelques 2000 ans plus tard. Simon Boxall pense lui aussi que la grande inondation a eu une forte influence sur l'histoire de l'homme. Cette catastrophe a dispersé une civilisation florissante, peut-être l'une des plus anciennes que nous connaissons. Et il est possible que cet événement ait été à l'origine de notre civilisation moderne. C'est pour cette raison que cette inondation a été, selon moi, l'une des 10 plus grandes catastrophes naturelles. En 1906, San Francisco est la principale métropole sur la côte ouest des États-Unis. Ce que ses habitants ignorent, c'est que la région est une bombe à retardement sur le plan sismique. Au matin du 18 avril, c'est la catastrophe. Selon le sismologue Thomas Jordan, cet énorme tremblement de terre doit sans aucun doute figurer dans le top 10. Car il nous a permis de mieux comprendre la mécanique profonde de notre planète et aussi d'améliorer nos systèmes de protection. Plus d'un siècle après la catastrophe, San Francisco reste célèbre pour ses rues abruptes et tortueuses. Un indice clair de la forte activité géologique dans la région. Les collines que l'on trouve à San Francisco et dans la baie alentour ont été créées par les mêmes forces que le séisme de 1906. À l'époque, bien sûr, on ne savait pas que cette magnifique topographie était liée au tremblement de terre. Tout a changé le 18 avril 1906. Au soir du 17 avril, Enrique Caruso, le célèbre ténor, se produit à l'Opéra de San Francisco. Quelques heures plus tard, la plus belle ville de Californie est un champ de ruines. À 5 heures du matin, tout était calme. Mais à 5h12, le séisme frappe la ville. Le tremblement de terre atteint une magnitude de 8,2. La terre se lézarde. C'est la panique générale. Les gens ont compris que c'était un séisme. Mais très peu savaient d'où venaient les secousses et ce qui allait suivre. Les bâtiments n'ont pas été conçus pour prendre en compte le risque sismique. Et presque tous s'effondrent. Il avait fallu 25 ans pour construire la mairie, le plus grand bâtiment à l'ouest du Mississippi, et le séisme l'a détruite en 2 minutes.
l'effondrement des bâtiments n'est pas le seul danger. Les secousses ont causé des fuites de gaz et la moindre flamme risque de déclencher un incendie. En quelques heures, la ville se transforme en brasier. Il y avait probablement une cinquantaine d'incendies dans le centre de San Francisco et ils ont convergé pour former une énorme fournaise. Le premier jour, tout le quartier d'affaires a été ravagé le long de Market Street. Et ensuite, le deuxième et le troisième jour, les flammes se sont propagées vers l'ouest et le nord jusqu'au quartier de Fisherman's Wharf. En 3 jours, la ville a été presque entièrement détruite par les flammes. Au bout de 3 jours, l'incendie s'éteint par manque de matériaux. San Francisco offre une scène de désolation. La ville est détruite à 80%. Ce sont pourtant les répercussions du séisme dans la communauté scientifique qui lui donnent son importance historique. 3 jours après le séisme de 1906, avant même la fin des incendies, George Pardee, le gouverneur de Californie, crée une commission spéciale pour étudier le séisme et comprendre ce qui s'était passé. Le professeur Andrew Lawson, de l'université de Berkeley, est chargé de diriger une équipe d'une vingtaine de scientifiques. Le rapport Lawson, en 2 volumes, constitue une avancée fondamentale dans notre compréhension des séismes. À l'époque, les géologues pensent que la faille longeant San Francisco a été causée par le séisme. Le rapport Lawson prouve que c'est l'inverse. Andrew Lawson donne à cette faille le nom de la vallée qu'elle traverse, San Andreas. Ainsi que nous l'explique Alan Lester, c'est un moment déterminant dans l'histoire de la géologie et de la sismologie. Le séisme de 1906 a marqué un tournant très important dans la géologie et notre compréhension des grandes failles. San Andreas est une faille de décrochement. Et dans ce type de faille, des forces énormes peuvent s'accumuler dans le sous-sol, des contraintes, de la tension. C'est comme quand on prend un bâton et qu'on commence à le tordre. On pousse de plus en plus fort, le bâton se déforme. Et si on arrête cette pression, il reprend forme. C'est élastique. Mais si on pousse un peu trop fort et qu'on dépasse un certain point, le bâton se casse. C'est exactement ce qui s'est passé en 1906, mais aussi pour la plupart des gros séismes le long de la faille de San Andreas. Au-delà d'un certain point, la roche ne peut plus supporter la tension accumulée et elle se rompt. Grâce au rapport Lawson, nous pouvons désormais identifier les zones à risque sismique et concevoir des bâtiments capables de résister aux secousses. Selon Thomas Jordan, notre capacité à mieux gérer le risque sismique trouve ses origines dans la catastrophe de San Francisco. De mon point de vue, le séisme de 1906 est le plus important de tous. Parce que pour la première fois, nous avons pu comprendre des aspects importants du déroulement des séismes. Et grâce à ces connaissances, nous pouvons espérer que des drames tels que celui de San Francisco ne puissent plus se reproduire. Nous sommes le 7 juin 1783. Depuis plusieurs semaines, des grondements venus des entrailles de la Terre résonnent à travers la campagne islandaise. Dans moins de 24 heures, un gouffre ardent s'ouvrira au milieu des collines en crachant des torrents de lave en fusion. Ce cataclysme va affecter tout l'hémisphère nord, faisant d'innombrables victimes à travers l'Europe et même jusqu'en Asie. Bien que cette catastrophe soit relativement peu connue, le volcanologue Thor Thordarson considère cette éruption comme la plus meurtrière de tous les temps. L'Islande se trouve juste au-dessus de la dorsale médio-atlantique,
point de jonction de deux plaques tectoniques qui s'écartent continuellement. C'est l'un des endroits volcaniques les plus actifs au monde. Et en 1783, les mouvements tectoniques sont particulièrement forts. Lorsque les plaques s'écartent brusquement, la croûte terrestre se déchire sur 30 km. C'est la fissure de Laki. Le long de la crevasse, quelques 130 cratères rejettent des milliards de tonnes de lave en fusion. L'infernale éruption va durer 8 mois. C'est la plus grande éruption des 500 dernières années et une des plus grandes de tous les temps. La fissure de Laki rejette plus de 40 milliards de tonnes de lave. De quoi engloutir entièrement une ville de la taille de Chicago. En règle générale, la lave exposée à l'air se refroidit et se solidifie, ce qui ralentit sa progression. Pourtant, les coulées de Laki ont parcouru des centaines de kilomètres grâce à un réseau souterrain. Le volcanologue explore ces galeries, appelées tunnels de lave, avec l'aide d'un guide local, Björn Jorsen. Ces grottes sont créées lorsque la couche supérieure de la lave forme une croûte, protégeant le cœur de la coulée de l'air froid. Regardez ça. Juste ici, c'est le niveau de la rivière de lave. Et là, on voit que le plafond a fondu. Il y a des petites gouttelettes. Ce qui montre à quel point cet environnement était chaud à l'époque. La lave et les gaz au-dessus étaient extrêmement chauds puisque pour avoir ce genre de formation, il faut une température d'au moins 1100 degrés. Les longues coulées se forment de cette façon. Quand la lave s'écoule dans ce type de tunnel, elle reste chaude et fluide jusqu'à la sortie. Grâce au tunnel, la lave de Laki parcourt plus de 60 km avant de finalement se refroidir. Au total, 20 villages islandais sont rayés de la carte. La fissure de Laki rejette également des millions de tonnes de cendres et de gaz, empoisonnant la terre et les récoltes. Les 3/4 des moutons sont tués et en tout, plus de la moitié du bétail islandais. La population humaine est elle aussi durement touchée. À cause de la famine et des maladies, plus de 21% de la population islandaise a trouvé la mort. L'éruption de Laki a des conséquences encore plus catastrophiques dans le reste du monde. Malgré leur situation isolée, les volcans islandais peuvent affecter de vastes régions du globe, comme l'ont prouvé les événements d'avril 2010. En 1783, le nuage rejeté par le Laki recouvre une grande partie de l'hémisphère nord. Or, il ne transporte pas seulement des cendres. 120 millions de tonnes de dioxyde de soufre ont été rejetées dans l'atmosphère en créant par réaction des aérosols soufrés. Ces aérosols bloquent la chaleur solaire, causant un refroidissement climatique mondial. En Europe, le froid provoque une terrible famine. Selon certains experts, la disette aurait poussé les paysans français à se révolter, menant ainsi à la Révolution de 1789. De l'autre côté de l'Atlantique, les températures chutent également. Sur la côte est de l'Amérique du Nord, l'hiver de 1783-1784 a été le plus long et le plus froid que l'on ait connu. Il y avait même des blocs de glace sur le Mississippi. L'influence néfaste de l'éruption sur le climat désorganise le cycle de la mousson, provoquant des pertes de récoltes généralisées. La famine tue un Égyptien sur 6, faisant également de nombreuses victimes en Inde et en Afrique du Nord. L'éruption de Laki aurait tué presque 2 millions de personnes en 1783. Malgré sa situation isolée, la fissure de Laki a profondément affecté notre planète.
L'éruption de 1783 a perturbé le climat et provoqué de terribles famines jusqu'en Afrique et en Asie. Compte tenu de son impact sur la nature, l'atmosphère, le climat et l'histoire de l'homme, je pense que l'éruption de Laki est l'une des plus grandes catastrophes de tous les temps. Nous sommes le 26 décembre 2004. Les touristes profitent des plages de l'océan Indien. Dans moins de 3 heures, des centaines de milliers de personnes vont trouver la mort. Rentre à l'intérieur. Dans le tsunami le plus dévastateur de tous les temps. José Borrero est un spécialiste de ces phénomènes et il a choisi cette catastrophe pour le top 10. Nous sommes à Banda Aceh, à la pointe nord de l'île de Sumatra, dans l'océan Indien. Cet endroit a été particulièrement touché par l'un des pires tsunamis de l'histoire. L'océan Indien est limité par l'Asie, l'Afrique et l'Australie. En décembre 2004, des millions de vacanciers profitent de ces plages. Parmi eux, en Thaïlande, il y a Steve Gill, sa femme Heather et Charlotte, sa belle-fille. On avait prévu de sortir prendre un repas de Noël traditionnel. Tout était neuf, il faisait chaud et la région était relativement préservée. Il n'y avait pas beaucoup de construction. C'était très calme, idyllique, on pourrait dire. Sur l'île indonésienne de Sumatra, à Banda Aceh, Eddie Quenslow rend visite à sa famille et à ses amis. Je devais dormir chez un ami. Sa maison était très proche de celle de ma sœur. À 8 h heure locale, le 26 décembre, tout a changé. Près de la côte, la plaque indo-australienne plonge sous la plaque eurasienne. Et plus de 1000 ans de contraintes tectoniques sont brusquement relâchées. La magnitude du séisme atteint 9,1. C'est le 3e plus puissant jamais enregistré. La plaque eurasienne se soulève brusquement de 20 mètres en déplaçant des milliards de tonnes d'eau. Les vagues ont déferlé vers la Thaïlande et l'Indonésie à l'est et vers le Sri Lanka à l'ouest. Or, des millions de personnes se trouvaient sur leur trajectoire. Avançant à la vitesse de 800 km/h, le tsunami atteint la côte de Sumatra en 30 minutes. Environ 1 heure plus tard, il frappe la Thaïlande. Malgré le séisme, la majorité de la population côtière n'a pas conscience du danger, car il n'existe aucun système d'alerte tsunami dans l'océan Indien. J'ai vu des bâtiments détruits. Et on avait peur, bien sûr. Mais on ne savait pas qu'un tsunami allait arriver. Pour les vacanciers en Thaïlande, l'étrange spectacle de la mer se retirant est le premier indice d'une catastrophe imminente. La baie était vide. On ne voyait plus que des rochers, jusqu'à l'embarcadère et jusqu'à l'autre île. Il n'y avait plus rien. Le retrait spectaculaire de l'océan a été une des images les plus marquantes du tsunami de 2004. Toute la côte est restée exposée, et cette baisse de niveau était causée par les mouvements tectoniques en mer. Tandis qu'une partie de la plaque tectonique se soulevait, la partie la plus proche de la côte plongeait, et l'eau s'est précipitée pour combler ce vide. Voilà ce qui a causé le retrait de la mer. Si plus de personnes avaient réalisé que cela annonçait un tsunami, de nombreuses vies auraient pu être sauvées. À cet instant, il faudrait courir se mettre à l'abri. Au lieu de cela, l'étrange spectacle attire les curieux. C'était bizarre, mais c'était fascinant. Je crois que je suis sorti quelques instants devant la maison pour regarder, mais en réfléchissant, je me suis dit que quelque chose n'allait pas. Je ne savais pas quoi, mais je savais que ce n'était pas normal.
La plupart des gens ne réalisent le danger que trop tard. Avec ma femme et ma belle-fille, on a discuté de ce qu'on allait faire. Et on n'a pas eu le temps de réagir, en fait. À 8h15, le tsunami atteint la côte nord de Sumatra. La ville de Banda Aceh, qui compte plus de 250 000 habitants, est frappée de plein fouet. Je suis dans le centre de Banda Aceh et c'est à ce coin de rue que les images les plus spectaculaires ont été filmées. Dans la rue derrière moi, la vague a été canalisée entre les bâtiments. Sur les images, on voit que l'avant du tsunami était assez lent et que les gens pouvaient se mettre à l'abri en marchant. Mais cette partie de la ville est très loin de l'océan et beaucoup de gens ne savaient pas quoi faire. À mesure que la profondeur du flot augmentait, sa vitesse augmentait également. Et le seul moyen d'y échapper, c'était de monter en hauteur. La personne qui a filmé ces images a grimpé ici. Et elle a survécu. Mais des milliers d'autres n'ont pas pu en faire autant et ils sont morts. Charriant des milliards de tonnes de débris, la vague emporte tout sur son passage. Comme beaucoup d'autres, Eddie Quenslow se réfugie à la Grande Mosquée. On voyait passer des débris, de la ferraille, des rochers, des lits, des vêtements, des motos, des voitures. Et il y avait des gens pris dans le flot, au milieu des débris. La vague est passée juste ici. Ces bâtiments sont en béton, très solides, et la plupart ont résisté. Donc l'eau s'est engouffrée au milieu et le flot a été canalisé. Il a accéléré et gagné en profondeur par endroits. Ici, la vague n'a pas dépassé le premier étage. Il y avait 2,50 m ou 3 mètres d'eau au maximum. Donc beaucoup de gens ont pu se mettre à l'abri, simplement en montant au deuxième, comme le caméraman au coin de la rue. Je pensais que j'allais mourir et j'ai vu beaucoup de gens qui avaient besoin de secours. Mais je ne pouvais pas les aider. Ils étaient trop nombreux à être en difficulté. J'ai vu beaucoup de bébés. Et bien sûr, ils avaient besoin d'aide. Donc je les prenais et je les posais au-dessus parce que je ne savais pas où les amener. Puisqu'autour de moi, tout était inondé. Il y avait de l'eau partout. 30 minutes après Banda Aceh, l'île thaïlandaise de Phuket est frappée à son tour. Rentre à l'intérieur. Le bungalow de Steve Gill est juste au bord de la plage. Je crois que notre conversation s'est arrêtée quand on a entendu le grondement de l'eau. On ne pouvait toujours pas voir la vague et on s'est tourné vers la petite allée entre les deux bâtiments. L'eau avançait à une vitesse estimée à 300 ou 500 km/h. C'était... L'eau a tout emporté. La vague faisait 10 mètres de haut. Il n'y avait plus rien à faire. Plus rien. Je me souviens que quand la vague m'a emporté, je ne m'attendais absolument pas à en sortir vivant. Est-ce que c'est comme ça que ça va finir? Parce que la puissance de cette chose ne laissait aucune place à l'espoir. Dans une telle situation, on n'a pas de projet d'avenir. On m'a retrouvé dans des débris stagnants, on pourrait dire, à environ 400 mètres de là. Steve Gill retrouve rapidement sa belle-fille, mais sa femme n'a pas survécu.
En 20 minutes, 3 énormes vagues atteignant 10 mètres de haut par endroits ont frappé la petite station balnéaire. Chaque mètre de côte a été écrasé sous 1000 tonnes d'eau. Plage après plage, vague après vague, le tsunami a semé la mort et la destruction. En Thaïlande, on compte plus de 5000 victimes et quelques 3000 disparus. En Indonésie, Banda Aceh est rayé de la carte. Je ne comprenais pas pourquoi j'avais perdu mon meilleur ami. Je me demandais pourquoi Dieu ne m'avait pas pris à sa place. J'aurais préféré que ce soit moi plutôt que lui. Ma tante est morte également. On n'a pas retrouvé son corps. Et plusieurs de mes cousins sont morts. Leurs corps n'ont jamais été retrouvés. Au total, le tsunami a frappé 14 pays autour de l'océan Indien, faisant des victimes jusqu'en Afrique à des milliers de kilomètres du séisme. Le bilan final fait du tsunami de 2004 le plus meurtrier de l'histoire. Dix ans plus tard, les rues de Banda Aceh ont retrouvé leur agitation. Et des leçons ont été tirées. Les autorités ont construit plusieurs refuges comme celui-ci, au cas où surgirait une nouvelle vague tueuse. Pour José Borrero, ces bâtiments sont un rappel constant des ravages causés par le tsunami. La combinaison d'un séisme exceptionnellement puissant et d'un tsunami meurtrier dans plusieurs pays fait de cet événement l'une des 10 plus grandes catastrophes dans l'histoire de l'humanité. Nous sommes en 1348 et une étrange maladie fait des ravages à travers le globe. Le nombre de victimes est tel que la population humaine arrive au bord de l'extinction. Encore aujourd'hui, ce germe venu du fond des temps peut frapper sans avertissement. Je ne pouvais pas bouger le petit doigt. Je ne pouvais pas manger ni boire. Je pouvais bouger et cligner des yeux. En 1348 commence l'un des épisodes les plus fascinants de l'histoire humaine, en particulier pour les historiens comme moi. À travers l'Europe médiévale se répand la nouvelle d'une étrange épidémie qui fait de nombreuses victimes. La maladie atteint les côtes anglaises, puis Londres, la capitale qui grouille de monde. Et la population ne peut rien faire pour l'arrêter. D'étranges grosseurs noires apparaissent sur le cou et l'aine des malades. Ce sont ces protubérances, appelées bubons, qui donnent leur nom à la maladie, la peste bubonique. 10 jours après l'apparition des premiers symptômes, plus de la moitié des malades meurent dans d'atroces souffrances. La peste bubonique n'est cependant pas confinée aux oubliettes de l'histoire. John Tull en fait la tragique expérience lors de vacances à New York. On a pris un taxi pour aller voir un spécialiste de la médecine des voyages. À ce moment-là, j'étais tellement mal que je ne pouvais pas m'asseoir sur une chaise dans la salle d'attente. J'ai dû m'allonger par terre. Et au premier coup d'œil, le docteur a dit « Vous avez la peste bubonique ». L'état de John se détériore rapidement et il est hospitalisé en urgence ainsi que sa femme Lucinda. À ce moment-là, j'étais complètement parti. Et les médecins ont suggéré de me plonger dans un coma artificiel. Lucinda et moi, on en a parlé un petit peu. On pensait que ça allait durer 2 ou 3 jours. Mais en fait, ça a duré 90 jours.
Après 2 jours de coma, les extrémités de ses membres ont commencé à noircir, ses mains et ses pieds. De nos jours, les cas de peste bubonique sont extrêmement rares dans les pays occidentaux. Mais au XIVe siècle, les conditions étaient idéales pour que la maladie se répande comme une traînée de poudre. Au cours des siècles précédents, la population avait énormément augmenté. Londres était passé de 15 000 habitants au XIIe siècle à 80 000 au XIIIe. Et toute cette population était massée entre le fleuve et les vieux murs romains. Londres était plus densément peuplée que jamais. Des conditions idéales pour que l'épidémie se propage. La saleté est repoussante, il n'y a pas d'égout, et les ordures mêlées d'excréments humains et animaux coulent au milieu de la rue. Malgré ces conditions sordides, la Londres médiévale est déjà un centre important de commerce international. Cette scène peut paraître très moderne, mais Londres est une ville de commerce depuis le Moyen-Âge. C'est une métropole internationale. Poussé par la demande de soie et d'épices, le commerce international était florissant. Londres était submergée d'importations exotiques et de visiteurs du monde entier. Mais en même temps que ces biens et ces personnes, la ville accueillait également quelque chose de néfaste. Le commerce international introduit en Angleterre un nouveau nuisible, le rat noir. Cette espèce originaire d'Asie prospère dans les rues sordides de la capitale. Or, ces rats transportent des puces, dont l'estomac contient la bactérie responsable de la peste, Yersinia pestis. Au XIVe siècle, cependant, le mode de transmission est inconnu et la population se trouve sans défense face à une menace invisible. La maladie s'est répandue dans cette population très dense et elle a fait des ravages. Encore aujourd'hui, dans certaines régions des États-Unis, des rats transportent des puces infestées par la peste. On a environ 2 hectares de terrain à la campagne. Il y a probablement des milliers de rongeurs, rien que sur ces 2 hectares. Et environ un tiers d'entre eux est infecté par la peste. Il suffit d'une morsure par une puce infectée pour être contaminé. Et le système immunitaire de John est impuissant face à la bactérie qui se multiplie dans son organisme. Pendant le coma de John, Lucinda doit prendre une lourde décision. Lucinda m'a réveillé le 14 ou le 15 janvier. Et elle a dit « Chérie, je t'aime. Nous sommes le 15 janvier et tes jambes ont été amputées. » Si je n'avais pas donné ma permission pour cette opération, je ne crois pas que John aurait survécu. Et j'étais déterminée à tout faire pour qu'il reste en vie. Donc c'était douloureux, horrible, mais j'ai décidé de les autoriser à amputer. Même si la science a fait de grands progrès dans le combat contre la peste, l'histoire de John prouve qu'elle peut encore faire des ravages. Dans l'Europe du XIVe siècle, la seule chose à faire, c'est d'enterrer les morts. Des charniers mis à jour à Londres montrent la vitesse terrifiante à laquelle l'épidémie s'est propagée dans la ville. C'est le squelette d'une victime de la peste du XIVe siècle? Tout à fait. C'est une femme qui a été exhumée dans la fosse de East Smithfield. Et il y en avait beaucoup d'autres? Oui. Nous avons mis au jour plus de 600 squelettes. Mais plusieurs milliers de personnes ont probablement été enterrées là. Donc les gens mouraient en grand nombre et très rapidement. En Angleterre, plus d'un quart de la population est emportée par la peste noire. Compte tenu du nombre de victimes, que faisait-il des cadavres? On pourrait penser qu'avec une telle catastrophe, les corps seraient simplement jetés dans une fosse. Mais ce qui est intéressant sur le site de East Smithfield, c'est que les victimes étaient placées bien en rang, de façon très organisée.
Les gens essayaient de respecter les rites de funérailles chrétiens et de retrouver un peu de normalité au milieu de cette catastrophe. Lorsque l'épidémie s'épuise finalement, la peste a tué 1/3 de la population européenne, l'équivalent de plus de 240 millions de victimes aujourd'hui. Ce bilan et les conséquences de la catastrophe lui confèrent une place unique dans l'histoire. La peste noire a été la pire catastrophe dans l'histoire de l'humanité. Les symptômes étaient terrifiants, dégradants, et l'épidémie a frappé de façon soudaine et meurtrière. C'était la pire des pandémies et la plus grande catastrophe naturelle de notre histoire. Il n'est donc pas étonnant que 700 ans plus tard, on l'évoque toujours avec horreur. Les 10 plus grandes catastrophes naturelles n'ont que peu en commun. Leurs causes étaient météorologiques, biologiques ou géologiques. Sur tous les continents, elles ont causé de terribles ravages. Aux 4 coins du globe, personne n'est à l'abri. Et pourtant, nous sommes toujours là. Nous sommes les survivants, représentants d'une espèce à l'exceptionnelle capacité d'adaptation. À nous maintenant de tirer des leçons de l'histoire pour nous préparer aux futures catastrophes. Car la furie de la nature frappera de nouveau.